Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le Premier ministre israélien hier soir à la télévision, Benjamin Netanyahou, justifie l'offensive aérienne cette nuit sur l'Iran. Nom de code de cette opération qui vise des sites nucléaires. Le lion qui se dresse. Plusieurs villes, dont la capitale, Téhéran, visée. Le chef du gouvernement n'a donc pas entendu les appels à la mesure venus des États-Unis. Bonjour Frédéric Simon. Bonjour à tous. Correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv, pour l'État hébreu, il y avait urgence. L'Iran était bien sur le point de produire ses premières bombes nucléaires. En effet, c'est l'accélération du programme nucléaire de l'Iran constatée au cours de ces derniers mois qui justifie aux yeux des dirigeants israéliens cette offensive d'une ampleur inédite. Selon Benjamin Netanyahou, l'Iran disposerait désormais de suffisamment d'uranium enrichi pour fabriquer 9 bombes nucléaires. L'opération menée par Israël seule, sans l'appui de l'armée américaine, a débuté au milieu de la nuit. Plusieurs dizaines d'avions de chasse ont frappé des centaines de cibles, des sites liés au programme nucléaire iranien, des entrepôts de missiles, des centres de communication et aussi des résidences privées de membres importants du régime des Mollahs. Des opérations de sabotage au sol menées par les services secrets israéliens ont accompagné les frappes. Le général Hussein Salami, numéro 1 des gardiens de la révolution, le corps d'élite de l'armée iranienne, a été tué. L'information est confirmée en Iran, tout comme celle de la mort du chef d'état-major des forces armées. D'autres généraux et des scientifiques impliqués dans le programme nucléaire auraient été éliminés, eux aussi. De son côté, Israël se prépare à une riposte cinglante de la part de l'Iran. Le porte-parole de Tsahal vient tout juste de révéler que des centaines de drones avaient été projetés depuis l'Iran. Il se dirige vers le territoire israélien. La défense anti-aérienne israélienne est prête à les intercepter. Frédéric Simon en direct de Tel Aviv. On fera bien sûr un point de situation dans le journal de 8h. Risque d'emballement et d'embrasement généralisé dans la région, on vient de le voir. L'Iran va répliquer. Nous avons le droit légal et légitime, dit le ministre des Affaires étrangères iranien, qui accuse Washington d'avoir coordonner ces attaques. À la Maison-Blanche, au contraire, on espère encore que la négociation est possible. En attendant, Donald Trump convoque son Conseil de sécurité nationale ce soir. L'actualité à l'étranger, c'est également le crash du Boeing d'Air India. Le dernier bilan s'élève à au moins 265 morts. Un seul survivant identifié parmi les 242 personnes à bord. Ce miraculé est britannique. Il occupait le siège 11A. À ce bilan très lourd, il faut ajouter une vingtaine de morts supplémentaires. Les résidents d'immeubles éventrés par l'appareil lorsqu'il s'est écrasé. Il est 7h04 sur Europe 1. Comme prévu, les 2 militants pro-palestiniens français, dont Rima Hassan, sont rentrés en France hier soir. Expulsés du territoire israélien, ils ont décollé hier soir de Tel Aviv pour atterrir dans la foulée à Roissy. L'eurodéputée insoumise n'a pas traîné en route puisqu'elle a pris la direction de la place de la République où plusieurs centaines de militants de la cause palestinienne l'attendaient. Jean-Luc Mélenchon était là aussi. Reportage Alexis de la Fontaine. Place de la République, à Paris, au milieu des kéfiers et des drapeaux palestiniens, la foule accueille Rima Hassan comme une héroïne. L'insoumise en pleurs menace immédiatement Israël de recommencer. Le prochain bateau est bientôt prêt à partir et il y aura autant de bateaux que nécessaire pour briser ce blocus. Rima Hassan se place ensuite comme une victime, assure avoir été kidnappée par Israël et avoir subi des maltraitances avant d'entamer une grève de la faim pendant plus de 24 heures. Un comportement héroïque pour Jean-Luc Mélenchon qui fait de Rima Hassan un modèle. Jeunes femmes, jeunes filles, essayez toutes quand vous serez grandes d'être Rima Hassan. Le leader insoumis compte bien capitaliser sur cette séquence médiatique et annonce plusieurs manifestations dans les jours à venir. Un reportage Place de la République à Paris, Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Et ne manquez pas l'enquête de la rédaction d'Europe 1 tout à l'heure à 7h40, consacrée précisément à Rima Hassan, devenue la passionnariat de la France insoumise. À Nogent, en Haute-Marne, une marche blanche est prévue ce soir à la mémoire de Mélanie, cette surveillante de collège mortellement poignardée mardi matin. Marche blanche qui s'élancera à 18h, rassemblement devant les grilles du collège. C'est là que Mélanie a perdu la vie après avoir été poignardée à 7 reprises par un élève. De nombreux Nogentais, toujours sous le choc, ont prévu de se joindre au cortège. Reportage Mélina Fachin, envoyée spéciale d'Europe 1 en Haute-Marne.
Devant le collège de Nogent, où les bouquets de fleurs continuent à s'accumuler, Danielle a encore la gorge nouée. Je vais tout faire pour y aller. Cette maman de 2 filles scolarisées dans l'établissement n'a pas hésité une seconde. Elle participera ce soir à la marche blanche en hommage à Mélanie. Parce que c'est important d'être là pour que la famille soit soutenue et puis qu'ils voient que... Enfin, c'était une surveillante très bien, quoi. Très à l'écoute, très douce. Et puis mes filles l'aimaient beaucoup. Cette autre maman d'élève, stupéfaite par ce drame en pleine campagne, sera également présente. En la mémoire de Mélanie, et puis il faut que ça s'arrête en fait. À un moment donné, il faut vraiment que ça s'arrête. Floriane peine à retenir ses larmes, elle qui travaille dans une autre école des environs. Je me dois d'y être parce que c'est toute l'éducation nationale malheureusement qui est touchée et je vais faire en sorte d'avoir l'accord de mon directeur parce que nous sommes tous touchés et nous sommes tous concernés. Mélanie était maman d'un garçon de 4 ans et avait une très grande famille. Beaucoup de ses proches vivent dans les environs. La marche blanche de ce soir promet donc de rassembler énormément de monde. Nogent, Mélina Fachin, Europe 1. Et le collégien de 14 ans qui a mortellement poignardé cette surveillante a été mis en examen pour meurtre sur une personne chargée d'une mission de service public. Il a été placé en détention provisoire du fait de sa minorité. La peine maximale encourue est ramenée à 20 ans de prison. Et puis dans le Tarn, à 3 semaines de la reprise du chantier de l'A69 entre Castres et Toulouse, les opposants sont déterminés à empêcher par tous les moyens la poursuite des travaux. Et un groupuscule d'extrême gauche vient de publier une liste de sites ou d'administrations chargés de leur exécution. Une véritable cible dans le dos, estiment certains chefs d'entreprise qui redoutent le pire. Le correspondant d'Europe 1 en Occitanie, Charles L'Huillier, les a rencontrés. Reportage. Ce sous-traitant qui souhaite garder l'anonymat tient la liste des entreprises placardées par le groupuscule sur les réseaux sociaux. La sienne fait partie des sites visés. Mais voilà, vous voyez sur cette carte toutes les cibles à attaquer. Des sous-traitants, des mairies, le commissariat de police. Aujourd'hui, ils admettent qu'ils sont des terroristes. Un groupuscule qui, en effet, sur sa page, se définit comme éco-terroriste, mais aussi pro-palestinien et anarchiste. Les membres appellent un rassemblement anti-A69 ici, avec un discours très séditieux. Ils disent, on vous veut nombreux, organisés et enragés. Il faut que les gens viennent avec du matos, des masques et la rage au ventre. Peut-être qu'à un moment donné, on va s'organiser et qu'il y aura de la riposte. Une riposte que prépare déjà cet autre chef d'entreprise. Les ZAD, aujourd'hui, il n'y en a plus. Ils menacent d'en refaire d'autres. On va s'intéresser à tous ceux qui accueilleront les zadistes sur leur propriété. On saura les retrouver. Ils veulent déclencher la guerre à notre département. S'ils déclenchent la guerre, on l'aura. Tout le monde en a plein le dos de cette racaille extrême gauche qui vient nous pourrir la vie. Des opposants qui d'ailleurs viennent d'incendier 2 ouvrages près de la future autoroute. Il y a donc urgence à quelques jours de la reprise du chantier ici. Un reportage Charles L'Huillier, correspondant d'Europe 1 en Occitanie. C'est le premier grand examen dans une vie de lycéen, le bac de français. Plus de 535 000 élèves de première générale et technologique passent la première épreuve. L'écrit, durée 4 heures. L'oral est fixé entre le 23 juin et le 4 juillet. Le grand bac, celui des terminales, ce sera lundi avec la philosophie. Bon, ceux qui ont écouté le podcast d'Anissa Dadi, ton bac français avec Anissa, je peux vous dire, ils sont certains de l'avoir. Ah oui. J'espère, je leur souhaite de très bonnes notes. C'est un peu tard là pour l'écouter, mais d'ici 8 heures, qui sait, sur le chemin. Peut-être quelques numéros. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h08 sur Europe 1, à suivre dans 10 minutes les enfants d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour à tous. Que va-t-on entendre ce matin ? Retour sur le triomphe de Johnny Hallyday au Palais des Sports en 1967. Les coups, quand il vous arrive. Ah, souvenir. Merci Laure. À dans 10 minutes. Oui, dans un instant, Dimitri Pavlenko, l'invité d'Europe 1 matin. Baptiste Destombes, l'auteur d'un ouvrage remarqué, L'homme démantelé sur la place des écrans et du numérique dans nos vies, en particulier celle des plus jeunes, à l'heure où certains songent, comme le président, à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Carrément la vente des smartphones, viennent de dire 2 députés qui vont déposer une proposition de loi en ce sens dans les prochains jours. Baptiste Destombes avec nous dans un instant.